Bonjour à toutes et à tous. Alors, imaginez un peu la scène. La plus grande finale de foot en Afrique. L'ambiance, la passion, les vainqueurs qui soulèvent le trophée. Et puis, des mois plus tard, bam, tout est annulé. Le titre est retiré et donné à l'équipe qui avait perdu. Non, non, ce n'est pas le scénario d'un film, c'est l'histoire. Mais alors l'histoire complètement folle qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. La question c'est comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut comme ça effacer le résultat d'un match? 90 minutes de sueur, d'effort, tout ça balayé par une petite ligne dans un règlement. C'est vraiment ça le cœur du problème dans cette affaire incroyable entre le Maroc et le Sénégal. Et la réponse, eh bien, elle n'est pas sur le terrain. Elle est dans les couloirs, dans les textes de loi. C'est du droit sportif, pur et dur. Pour bien comprendre ce dossier complexe, voilà le plan de match. On va d'abord voir le verdict qui a tout changé, ensuite on se penchera sur la règle qui est au centre de tout, puis on analysera les arguments du Maroc, la contre-attaque du Sénégal, on verra quel est l'ultime recours possible, et pour finir, on se demandera ce que tout ça signifie pour l'avenir du foot africain. Allez, c'est parti. On entre tout de suite dans le vif du sujet, le verdict. Le fait brut, celui qui a secoué tout un continent et qui prouve qu'un match, eh bien, ça ne se termine pas toujours au coup de sifflet final. Eh oui, c'est exactement ça qui a été annoncé. On est en mars 2026, donc plusieurs mois après la fin de la CAN, et là, le jury d'appel de la CAF, la Confédération africaine de football, annonce officiellement qu'il retire le titre au Sénégal pour le donner au Maroc. C'est du jamais vu. À ce niveau de compétition, c'est juste sans précédent. Et attention, le score qui est validé, ce n'est pas celui du match qui a été joué, non. C'est un score administratif, 3-0. C'est ce qu'on appelle une victoire par forfait. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour en arriver à une mesure aussi radicale? Pour piger ça, il faut mettre sa casquette de juriste du sport pendant un petit instant et se pencher sur un article bien précis du règlement de la CAF. C'est vraiment la clé de voûte de toute cette affaire. Alors, le voilà, ce fameux article 82. Et franchement, il est d'une simplicité redoutable. En gros, ça dit, une équipe quitte le terrain ou refuse de jouer sans l'autorisation de l'arbitre, eh bien, la sanction tombe et elle est automatique. Match perdu. Point. Pas de discussion. Et c'est précisément là-dessus que toute l'argumentation du Maroc va se construire. Voyons maintenant comment le Maroc a joué cette carte. Pour la Fédération royale marocaine de football, la question n'était pas de débattre de l'esprit du jeu, non. L'idée, c'était d'appliquer la loi, le règlement, à la lettre, de la manière la plus stricte possible. Cette phrase de maître Mourad El Aoujouti, qui était l'avocat sur le dossier, elle résume tout. Pour lui, la décision du jury, ce n'est ni plus ni moins que de la justice sportive pure, basée sur des textes clairs, et pas sur l'émotion ou une quelconque interprétation. En fait, la stratégie marocaine a été hyper méthodique. Ils n'ont pas juste dit appliquer l'article 82. Non, d'abord, ils ont fait appel d'une première décision qu'ils jugeaient trop légère. L'argument principal? L'action du Sénégal, ce n'était pas une simple faute, c'était un manquement grave. Une fois que le jury a accepté cette vision des choses, eh bien l'application de l'article 82 devenait quasi automatique. Et derrière, l'article 84 qui explique les conséquences rendait la sanction de la défaite 3-0 inévitable. Il faut quand même nuancer. Le jury n'a pas donné raison au Maroc sur absolument toute la ligne. Ce tableau le montre bien. Certaines sanctions contre des acteurs marocains ont été confirmées, même si elles ont été un peu allégées. Un joueur marocain reste suspendu et la fédération a bien été jugée co-responsable de certains incidents. Ça prouve que le jury a quand même cherché un certain équilibre, même en prenant une décision aussi lourde sur le titre final. Bon, maintenant, passons de l'autre côté. Quelle a été la réaction au Sénégal? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a été extrêmement forte et qu'elle a dépassé de très loin le simple cadre du football. Ces deux mots, regret et indignation, ils ne viennent pas de la fédération de foot. Ils viennent directement du sommet de l'État sénégalais. Ça donne tout de suite le ton. Pour le Sénégal, ce n'est pas juste une défaite, c'est carrément perçu comme une injustice qui touche à l'honneur national. Et le point qui change tout, c'est ça. L'implication personnelle du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Là, on change de dimension. Ce n'est plus seulement une affaire de foot, c'est l'État sénégalais lui-même qui monte au créneau. Voilà qui résume parfaitement la différence d'approche. D'un côté, le Maroc qui a géré ça comme un dossier de droit sportif via sa fédération. De l'autre, le Sénégal qui a transformé ça en affaire d'État en mobilisant les plus hautes autorités politiques. Deux stratégies, deux visions pour un seul et même litige. Alors, la décision de la CAF est vue comme finale au sein de l'organisation. Mais il reste une dernière porte de sortie, une sorte de cour suprême du sport mondial.
Ok, alors comment ça se passe ce dernier recours? Eh bien, il y a plusieurs étapes. D'abord, la Fédération sénégalaise doit déposer un recours officiel auprès du tribunal arbitral du sport, le fameux TAS, qui est en Suisse. Et puis, étape numéro 2, et ça c'est crucial, elle doit demander ce qu'on appelle une mesure provisionnelle. C'est une sorte de procédure d'urgence pour essayer de geler la décision de la CAF, le temps que le tribunal se penche sur le fond de l'affaire. Au final, c'est bien le TAS qui aura le tout dernier mot. Mais attention, petit détail juridique qui a une importance capitale. Le simple fait de faire appel, ça ne suspend rien. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le Maroc reste le champion 2025. Il faudrait obtenir cette mesure provisionnelle d'urgence, qui est très très difficile à avoir, pour que la situation soit mise en pause. Pour terminer, essayons de prendre un peu de recul. Parce qu'au-delà de savoir qui va garder la coupe, cette décision, elle pourrait bien marquer un vrai tournant dans la manière dont le football est géré sur tout le continent africain. Le message de la CAF, il est on ne peut plus clair. C'est un peu comme si elle disait « fini de jouer ». Fini l'époque où les règlements pouvaient être interprétés de manière flexible. Maintenant, ce sont des textes de loi, et les enfreindre, même en finale, ça peut avoir des conséquences absolument radicales. En fait, en faisant passer la lettre de la loi avant l'esprit du jeu, la CAF vient de créer un précédent énorme. Cette affaire pourrait obliger toutes les fédérations, tous les clubs du continent, à adopter une discipline de fer. Ça veut dire que demain, une protestation sur un terrain pourrait être vue non plus comme un simple fait de jeu, mais comme une violation juridique, avec des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'élimination pure et simple. On se quitte donc sur cette question qui est vraiment fondamentale. D'un côté, on a une application froide et stricte de la loi, au nom d'une justice qui se veut impartiale, et de l'autre, on a un résultat final qui choque beaucoup de monde, pour qui la seule vérité, c'est celle du terrain. Alors est-ce que c'est une victoire pour la justice, ou est-ce qu'on vient de créer un précédent un peu dangereux? Seul l'avenir du football africain nous le dira. Merci d'avoir suivi cette analyse.